Un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Serval Barkhane Takuba, entre autres forces étrangères présentes dans le Sahel. L'objectif est de lutter contre l'insécurité et le terrorisme dans la zone. Après plusieurs années d'intervention, quelle efficacité de ces forces militaires étrangères dans la lutte contre le terrorisme? Comment mieux lutter contre le phénomène qui menace la stabilité des États? Le développement en première partie d'émission. Et puis en Afrique de l'Ouest, depuis 18 mois, on note une succession de coups d'État. On peut citer le Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et une tentative avortée de coups d'État en Guinée-Bissau. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour sa part, semble toujours se chercher face à cette situation. Qu'est-ce qui explique cette succession de coups d'État dans la région ouest africaine? Comment réussir ces transitions dans la zone? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau avec nos invités, Dr Souleymane Daw, vous êtes spécialiste des questions de paix et de sécurité dans la zone Sahel. Bienvenue sur le plateau du débrief. Merci bien, Monsieur Sow, et tout le plaisir est pour moi. Plaisir partagé. Thierno Souleymane Diop Niang, toujours un plaisir également de vous retrouver sur ce plateau du débrief et d'échanger avec vous. Bienvenue également. Merci, monsieur Sow. Au revoir. Et d'ailleurs, je reste avec vous pour parler de cette question-là, de l'intervention de ces forces étrangères dans la zone Sahel, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En janvier 2013, la France lançait au Mali l'opération Serval. Objectif, enrayer la progression des terroristes dans le pays. Un an plus tard, en mai 2014, après la défaite de l'armée malienne à Kidal, Serval est remplacé par Barkhane, une opération à vocation régionale. 8 ans après, quel bilan tirez-vous aujourd'hui de cette opération Barkhane dans le Sahel, surtout dans la lutte contre le terrorisme? Écoutez, je pense que c'est un bilan mitigé, quoi qu'on puisse dire, parce que comme vous l'avez dit, au départ, cette mission-là a été installée au Sahel et au Mali, d'abord dans un premier temps pour freiner l'ascension des terroristes qui ont toujours eu un dessein très manifeste, celui d'installer un État islamique ou califal au sein de l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que Barkhane avait une feuille de route très claire, c'est-à-dire combattre les terroristes et les sortir du Mali et de tout le Sahel. 8 ans plus tard, quoi qu'on puisse dire, c'est que les terroristes plus que jamais sont dans la zone sahélienne. Et la conséquence de cela, c'est une déperdition des États. Les attentats sont toujours perpétrés dans cette zone. Les attentats sont perpétrés et on dirait que chaque fois, les groupes terroristes ou djihadistes gagnent en puissance. Il y a une montée de puissance inexplicable. Et malheureusement, on a aussi, comment dirais-je, assisté à une autre forme de terrorisme ou d'extrémisme plus virulent, c'est-à-dire une stratégie asymétrique. Aujourd'hui, on ne peut plus dans l'état actuel dire que tel ou tel est terroriste ou en tout cas situer les groupes ou les localiser dans une zone. Ils se sont mués à une autre stratégie plus virulente, c'est-à-dire l'asymétrie. Et cela aussi aidé par certaines populations, de gré ou de force, qui donnent un certain assentiment à ces groupes terroristes-là, parce que ces groupes terroristes-là aussi, quoi qu'on puisse dire, ont une stratégie très claire. C'est-à-dire, dans un premier temps, ils peuvent venir rallier ces villageois ou en tout cas ces populations-là dans leur doctrine, en les aidant, en participant à la vie des communautés, mais dans une autre mesure, ils peuvent aussi les contraindre. Donc c'est pourquoi, pour moi, dans la lutte contre l'extrémisme violent au Mali et au Sahel, il faut une stratégie. Il faut pas uniquement se limiter dans la guerre militaire ou dans la stratégie militaire. Il y a aussi d'autres leviers sur lesquels il faut appuyer pour mettre un frein définitivement à l'extrémisme au Sahel et au crime aussi. Mais Thierno, vous parlez de stratégie, mais face également à ces nouvelles stratégies qu'adoptent ces groupes terroristes-là, est-ce que cela ne rend pas la lutte également beaucoup plus compliquée? Mais oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la lutte, elle est compliquée, elle est complexe. C'est-à-dire que la problématique du Sahel aujourd'hui, c'est un casse-tête. Parce que aujourd'hui, au départ, on avait juste le Mali. Mais aujourd'hui, la situation où la tension s'est déplacée vers la zone des 3 territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus uniquement le Mali. On a le Niger, on a le Burkina. La digue et la cédée et le cancer extrémiste est en train de se propager vers le golfe de Guinée. C'est-à-dire donc c'est toute une zone qui est infestée et malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi une collision entre les groupes extrémistes et les criminels.
C'est-à-dire que dans ce pandémonium dans lequel on assiste au Sahel, on a bien entendu des extrémistes qui sont bien identifiés, des groupes qui poursuivent un dessein politique, et à côté, il y a une criminalité transétatique qui n'épargne plus aucune entité étatique. Et même le trafic de stupéfiants. Mais le trafic de stupéfiants, la criminalité, le rapt, etc., tout cela, c'est à mettre dans le lot des tensions ou des difficultés qui assaillent le Sahel. Donc, il faut plusieurs leviers sur lesquels on peut appuyer pour trouver des solutions. Il y a le levier militaire parce que, bien entendu, face à des groupes armés... Nous y reviendrons surtout sur ces leviers-là sur lesquels appuyer. Docteur Ndao, sur le terrain, notamment dans la zone des 3 frontières, comme avait commencé à développer tout à l'heure Thierno Souleymane, malgré la multiplication des opérations coup de poing par l'armée française, les terroristes sont toujours présents et les attentats toujours perpétrés. Aujourd'hui, quelle a été alors l'efficacité de cette force Barkhane dans la lutte contre le terrorisme? Alors, je pense qu'il faut un tout petit peu remonter un peu plus loin pour aller même vers les racines de ce problème-là pour un diagnostic beaucoup plus approfondi. Je pense que si on se limite sur les manifestations de ce problème-là, sans pour autant s'attaquer à ses origines, on risque de manquer beaucoup de choses. Vous savez, depuis la chute de Kadhafi dans cette zone-là, pour rappeler aussi que l'OTAN avait beaucoup armé des milices pour enlever le régime de Kadhafi. Donc, c'était, disons, son ennemi le plus sérieux dans cette partie de l'Afrique. Et il fallait mettre tous les moyens, que ce soit légaux ou non conventionnels, pour le dégommer. Et ces groupes-là, maintenant, ce sont ces groupes-là actuellement qui sèment la terreur, comme on peut l'appeler dans cette zone. Écoutez, on parle de terrorisme, mais il faut rappeler que ce n'est pas seulement un terrorisme islamique, mais c'est un terrorisme économique. Dans le nord du Delta, il y a un groupe qui s'appelle Movement of the Emancipation of the North of Delta, qui est une forme de terrorisme plutôt économique, qui s'attaque aux intérêts des multinationales qui sont là-bas. Donc ces groupes-là savent véritablement ce qui les intéresse et ce qu'ils voient. Donc lorsque les forces Barkhane ont remplacé la mission Serval pour montrer qu'ils ont échoué aussi, ils devaient juste penser qu'ils devaient circonscrire le problème au niveau du Mali, alors que c'était au-delà, c'est toute la région qui était à risque, qui était en ébullition, et avec ces groupes-là qui contrôlaient des bastions des territoires et avec des trafics qui leur permettaient de financer leurs activités. Comme aussi les forces étrangères par le financement des ressources qui proviennent du pétrole, de l'exploitation du pétrole et tout ça, leur permettent également de rester dans cette zone-là et de continuer à faire leurs activités et de protéger les gisements et les pipelines, le supply chain, comme on l'appelle. Et je reste avec vous par rapport à ces forces étrangères. Les objectifs de l'intervention Barkhane reposaient, selon le président ou bien l'ancien président français François Hollande, sur un triptyque, autant pour moi, je cite, donner un coup d'arrêt aux groupes terroristes qui contrôlent le nord du pays et menacent depuis la prise de la ville de Konna, fondre vers le sud, sécuriser Bamako, et où nous avons plusieurs ressortissants, là je cite bien sûr le président Hollande, et permettre au Mali de recouvrer son intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de ce triptyque-là, puisque le problème semble rester entier aujourd'hui au Mali, surtout dans cette zone nord-là? C'est donner une ambition dont les moyens ne suffisaient pas pour dire vrai. Alors le Mali n'a jamais contrôlé tout son territoire, pour dire vrai. Aujourd'hui également, Assimi Goïta ne contrôle plus tout le territoire malien parce que tout simplement, il y a des zones où les groupes ont compris qu'ici, il y a des intérêts étrangers qu'il faut s'attaquer. Et bien entendu, ils s'étaient donné cet objectif. Aujourd'hui, quand on fait ce bilan-là, tout porte à croire qu'ils n'ont pas atteint cet objectif. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de réinventer une stratégie. Réinventer une stratégie qui devrait prendre en compte toutes ces réalités-là, comprendre que aussi c'est pas seulement du terrorisme islamique, mais quand même c'est du terrorisme économique, c'est pour protéger ces gisements-là, comme aussi ces forces étrangères tenteraient de protéger ces gisements-là et d'installer
leur pipeline, pour tout simplement sécuriser l'approvisionnement et compétir avec les rivaux qui sont là, les pays rivaux, les puissances rivales, notamment la Chine et les autres, qui aussi convoitent ces ressources. Vous savez que cette région est très pétrolifère. C'est une région où il y a beaucoup de gisements, notamment si vous allez dans la ville d'Arlit, notamment au Niger, non loin d'Agadez, il y a Orano, n'est-ce pas? Orano, c'est l'ex-Areva qui exploite beaucoup de l'uranium depuis plus de 50 ans, il faut le rappeler. Et pourquoi par ricochet avec ces tentatives de coup d'État là pour enlever l'ordre constitutionnel, pour dire que, écoutez, voilà, depuis plus de 50 ans, on comprend comment ça se passe, la signature des permis pour l'exploitation. Maintenant, il faut que la donne change. Maintenant, pour véritablement réinventer une stratégie, il faut avoir une lecture humble et lucide, se dire que, écoutez, il faut que la chose change. On ne peut plus exploiter, il faut une approche plutôt post-coloniale et non véritablement reprendre les schémas colonialistes. Vous aviez bien sûr entendu Thierno, docteur Souleymane Ndao, mais moi je parlerai de tout à fait autre chose, la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Aujourd'hui, quelles ont été les avancées ou bien quelle a été l'efficacité même de cette mission de la MINUSMA-là? Je rappelle que cette mission a été créée par la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 avril 2013 et a pour objectif l'appui au processus politique et à l'aide à la stabilisation au Mali. Selon vous, quelle a été l'efficacité de cette mission-là depuis sa mise sur pied, surtout dans cette zone-là? Écoutez, je pense que dans une certaine mesure, cette mission-là, elle a été efficace, bien entendu, parce que au départ, l'ONU, dans son rôle universel, dans son rôle politique universel, devait s'inviter dans cette région-là, bien entendu avec l'accord ou la collaboration de l'Union africaine et de la CEDEAO. Donc, depuis la création de la MINUSMA, on a vu beaucoup de pays, surtout de la sous-région, donner en tout cas des contingents de militaires pour la réalisation de cette mission-là. Mais il faut aussi préciser quelque chose d'important dans la compréhension de la MINUSMA. Cette force-là a pour principal rôle l'interposition. C'est-à-dire que c'est une force de réaction, si vous voulez. Ce n'est pas une force d'action. Et c'est peut-être l'une des choses qu'on reproche à la MINUSMA. C'est-à-dire que la MINUSMA ne réagit que quand elle est attaquée. Bien entendu, progressivement, on a vu la MINUSMA collaborer avec le gouvernement malien, l'administration dans le transport des militaires ou en tout cas même dans le transport souvent de bagages ou bien d'actifs ou en tout cas d'infrastructures ou même de logistique qui vont servir à aider ou à des populations qui sont dans d'autres zones. Donc la MINUSMA, pour moi, dans son essence même, relaie une tare, c'est celui d'être juste une force d'interposition, pas une force d'action qui a les moyens. Parce que c'est l'ONU, c'est aussi beaucoup d'autres pays qui sont venus se greffer autour de cette force-là pour l'amplifier et lui donner une certaine intensité. Donc la MINUSMA aurait pu être une force carrément de lutte contre la criminalité. C'est comme il le disait tout à l'heure. Il ne faut pas dans l'analyse qu'on se dise qu'il y a juste du terrorisme ou de l'extrémisme dans le Sahel ou au Mali. Dans le Sahel ou dans la bande sahélo-sahélienne, il y a beaucoup de groupuscules qui ont infesté cette zone-là. Et donc, c'est tout cela qu'il faut freiner, c'est tout cela qu'il faut combattre et les sortir hors de cette zone-là si on veut assurer un essor ou un développement de la zone. Mais est-ce à dire donc que les Nations Unies ou bien cette mission-là gagnerait à revoir même son mandat ou bien à revoir ses missions? Mais écoutez, non seulement elle gagnerait à revoir son mandat, mais mieux même ça pourrait être une sortie de crise. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une certaine tension manifeste entre, si je dois le citer, le gouvernement français et le Mali. Aujourd'hui, les Maliens ont exprimé leur désaccord dans d'une certaine dynamique française qui n'est pas comprise ou parfois qui est maladroite. Donc pour moi, l'ONU gagnerait aujourd'hui à revitaliser sa présence, à regagner un certain leadership et peut-être à mener de main forte la lutte contre la criminalité au Sahel. Parce que là, peut-être ça inviterait, parce que déjà, Antonio Guterres a demandé de manière explicite au gouvernement malien de ramener la transition.
de la rendre en tout cas plus rationnelle et d'abandonner l'idée d'un lustre 5 ans. Et il a d'ailleurs obtenu des garanties du président Assimi Goïta. Absolument. En tout cas, Assimi Goïta n'a pas balayé de main cette proposition ou cette invitation. Je pense que l'ONU ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. L'ONU devrait continuer à collaborer avec le gouvernement malien, avec la CEDEAO pour que, au-delà même du G5, qu'il y ait une force de la CEDEAO, bien entendu, en dépassant cet embargo, en tout cas, ou bien tout cela qui est en train de subir le Mali. Il faut qu'on se pose autour d'une table. C'est Raymond Aron qui le disait. Le militaire et le diplomate jouent un rôle important dans les crises internationales. Si on commence par les armes, on finira par la table. Donc, il faut qu'on y vienne. Il faut aller déjà à la table. À la table, ouais. Ndao, le Sahel est aujourd'hui confronté à de multiples difficultés et défis, à savoir la progression de la menace terroriste et du crime organisé, le changement climatique, l'expansion démographique, autant de facteurs qui contribuent à fragiliser la région. Aujourd'hui, quelle alternative à ces interventions de forces étrangères face à tous ces défis communs? Tout d'abord, je pense qu'il faut avoir du recul pour regarder de façon lucide, avec des yeux lucides, les formes de problèmes qui sont multiples dont fait face le Sahel. Comme vous l'avez si bien dit dans vos propos, ce n'est pas simplement du terrorisme, de l'instabilité liée au terrorisme islamique, mais c'est tout un cocktail de problèmes qui participe à faire de cette région une région assez instable. Maintenant, le recul qu'on devrait avoir, c'est-à-dire l'approche que l'on devrait avoir ne devrait pas être simplement militaire. Parce que si nous faisons face à ce qu'on pourrait appeler, on dit du terrorisme que c'est l'ennemi sans visage. C'est l'ennemi sans visage qui se fond dans les populations. On ne l'identifie pas clairement, mais c'est des ennemis qui se font dans la masse avec les populations qui ont des approches même communautaires par rapport à ces populations, qui mènent des activités qui leur permettent d'avoir des ressources, de la subsistance et tout cela. Si on a des multinationales également qui sont dans ces régions, qui exploitent toutes les ressources et qui n'ont aucune RSE, notamment responsabilité sociétale d'entreprise, écoutez, cette forme, parce que l'appellation terrorisme, écoutez aussi ça, moi je vais déconstruire tout ça, j'aurai une autre approche plutôt africaine, c'est l'Africain qui parle, qui se dit que ce n'est pas simplement terroriser les gens, mais c'est une approche plutôt révolutionnaire, qui se dit que, écoutez, ça suffit, la post-colonie, ce n'est plus le cas, on n'est plus une post-colonie, traitons d'égal à égal avec dignité et redistribuons les cartes économiques et tout ça. Mais est-ce que là aussi ce ne serait pas une erreur, ou bien est-ce qu'il n'y aurait pas amalgame si on veut mettre le link entre ce terrorisme ou cet extrémisme-là religieux qu'on connaît aujourd'hui et ce mouvement-là aujourd'hui, populaire ou populiste, si je peux l'appeler ainsi, qui de plus en plus demande à revoir même la nature de nos relations bilatérales ou bien même multilatérales avec l'Occident? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi erreur ou amalgame si on veut aujourd'hui mettre au même pied, ou bien si on veut mettre ensemble ces deux-là? Je pense que tel ne serait pas le cas. Il faut juste savoir que toute action qui doit être menée pour stabiliser, disons, le Sahel, on le fait au bénéfice des populations. Okay? On le fait au bénéfice des populations d'abord, qui sont les premières victimes de cette instabilité en quelque sorte, qui sont les premières victimes de cette instabilité. Et je crois qu'une mission Barkhane, une autre mission MINUSMA, disons les Nations Unies, tout ça et tous les moyens qu'on y mette avec beaucoup de budget, il va falloir aussi, à un moment donné, se poser et faire une lecture lucide de dire est-ce que ça a l'impact, l'impact que cela devrait avoir. Et je pense que si nous regardons avec lucidité ce qui s'est passé depuis la mission Serval jusqu'à présent, on sent qu'il y a un fossé qui est là entre ce qui pensent ces politiques-là et les réalités du terrain. Il y a un fossé énorme, à mon humble avis, entre ce qui
invente ses politiques, ses stratégies avec les réalités. Pour moi, tout porte à croire que c'est juste, ils le font pour du business en réalité, mais pas pour soulager les populations. Par rapport à ce fossé-là, Thierno, est-ce que vous pensez que tout à l'heure, vous aviez commencé à parler ou plutôt d'une force aujourd'hui sous-régionale comme solution? Est-ce qu'aujourd'hui, une force comme la force G5 Sahel pourrait être une alternative ou bien pourrait mener cette lutte-là efficacement contre le terrorisme? Surtout si on sait que cette lutte-là ne se limite pas seulement au tout militaire, mais il y a le tout militaire, il y a également les questions de finances, il y a également d'autres aspects, à savoir l'aspect politique. Écoutez, je vais d'abord commencer par la nouvelle configuration du G5. Le G5 a compris, comme vous l'avez souligné, que le tout militaire n'était pas l'unique remède contre l'extrémisme. Et aujourd'hui, on a beaucoup de développements qui vont non seulement enfler l'évolution du G5 vers une réponse économique, vers d'autres réponses, des réponses sociales, et parce que c'est important, comme je le disais tout à l'heure. Il a souligné un point important et qui recoupait mes propos auparavant, c'est-à-dire que l'extrémiste ou l'extrémisme n'a pas de visage, il est anonyme. C'est pourquoi à l'entame de mes propos, je parlais d'asymétrie. Aujourd'hui, on a une certaine imprévisibilité. Et c'est ça même le dessein des extrémistes ou des criminels. On ne les voit pas venir. Et donc, comme on ne les voit pas venir, il faut se prémunir. Et pour se prémunir, il faut être préparé, il faut être dans le renseignement. Tous ces leviers-là doivent être, comment dirais-je, on doit pas s'appuyer en tout cas sur ces leviers-là pour apporter des solutions durables. Et donc, pour revenir au G5, je ne comprends pas jusqu'à présent un G5 Sahel sans le Sénégal. Le Sénégal fait partie du Sahel. Le Sénégal, même si aujourd'hui on vit une certaine stabilité politique, n'est pas à l'abri des menaces. Et je pense que donc on doit non seulement intégrer le G5, le Sahel, le Sénégal, mais au-delà du G5 Sahel. Pour moi, l'avenir sécuritaire du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest doit être pris en compte par une force de la CEDEAO, une force régionale. Une force régionale qui dépasserait uniquement 5000 hommes, mais qui serait beaucoup plus nantie que cela, qui serait préparée dans tous les sens, au sens du renseignement, mais aussi au sens de l'opérationnel sur le terrain. Est-ce que la force africaine en attente pourrait être cette force-là? Ben écoutez, oui, pourquoi pas, mais si elle est renforcée et si elle a une feuille de route qui est dans la prévention, mais qui n'est pas aussi aujourd'hui dans la traque de putschistes, etc. Je pense que tout le monde est tombé des nues quand on a dit qu'il y a une force en attente de la CEDEAO dans le Sahel. Si on avait combattu ces criminels-là, peut-être qu'on n'aurait pas reproché à certains régimes de tomber dans la corruption, dans la gabegie ou dans l'inertie, et peut-être qu'on n'aurait pas une partie, en tout cas parce que c'est en partie aussi la conséquence de ce qu'on est en train de vivre, ce printemps ouest africain-là, parce qu'au Burkina, par exemple, on a reproché au régime d'avoir été vraiment passif dans le soutien qu'il aurait dû apporter aux militaires qui sont au front. Et par rapport à ce que reprochent également ces militaires au Burkina, surtout au président Kaboré, est-ce qu'ils ne sont pas comptables aussi de cette situation-là? Ben, écoutez, pour moi, il y a beaucoup de chaînes de responsabilité. Parce que semblerait-il que, parce que je n'ai pas vraiment d'éléments, je ne vis pas au Burkina, que même dans l'administration sécuritaire, c'est-à-dire les militaires ou l'armée, il y avait un manque de transmission entre ceux qui sont en haut de la chaîne de commandement et ceux qui sont au front. Parce que pour moi, 59 gendarmes qui ont été tués dans des conditions abominables, macabres, c'est inacceptable. C'est-à-dire que quand ces gens-là sont au devant de la scène et qu'ils ont comme mission de protéger la nation, mais il faut leur apporter le soutien qu'il faut. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pourquoi derrière, je veux dire, c'était tellement sensible que pour moi, c'était prévisible ce qui s'est passé au Burkina. Donc, au-delà du Burkina, même ce qu'on a vécu hier aussi en Guinée-Bissau, il paraît que l'armée bissau-guinéenne est dans une instabilité, en tout cas, ou bien dans une certaine précarité, tout en ajoutant aussi les questions de clans, etc. Et donc, une certaine instabilité politique aussi dans le pays, cette dualité entre le Premier ministre et le président, entre le président Embalo et son parlement également. Vous voyez, donc il y a une litanie de crise ou bien de l'attente, ou en tout cas de complications qu'on voit dans la cité sahélienne ou en Afrique de l'Ouest. Et pour moi, les solutions, elles sont possibles. On reste toujours au Sahel. Après le retrait de Barkhane Ndao, la lutte contre les terroristes va être conduite par les forces spéciales structurées autour de l'unité de la force européenne Takuba. Une force qui fait déjà débat entre les autorités européennes et la transition malienne.
Aujourd'hui, au vu de ce qui se passe déjà, quel avenir pour cette force Takuba dans le Sahel? Je précise que les forces spéciales danoises se sont retirées puisque l'armée malienne dit n'a pas avoir été informée. Les forces norvégiennes annoncent qu'elles ne viendront plus. Aujourd'hui, quel avenir pour cette force Takuba? Oui, je pense que s'ils n'apprennent pas, s'ils ne tirent pas les leçons adéquates par rapport aux forces précédentes qui ont été dans la zone et qui ont lamentablement échoué, ils risquent de tomber dans les mêmes pièges. Alors, c'est une force carrément européenne. Donc, c'est comme si ils se sont solidarisés pour défendre plutôt, tout porterait à croire qu'ils défendent les intérêts crypto-européens par rapport à une sorte de rivalité de superpuissance dans cette zone. Je rappelle que une sorte de guerre froide entre la Russie et l'OTAN, ou bien entre la Russie et l'Union européenne. Et la Chine qui est aussi là. Raison pour laquelle moi je voudrais toujours porter ces lunettes d'économiste plutôt pour analyser le problème sous l'angle économique d'abord. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont là et ils s'entêtent à vouloir stabiliser, une zone au bénéfice des populations, mais tout porterait à croire qu'ils sont là pour être aussi dans le réalisme et non dans l'idéalisme. Par ricochet, si nous voyons des États-Unis d'Amérique quitter comme ça l'Afghanistan, c'est pour des raisons économiques, parce qu'il n'y a pas véritablement de retombées dans cette guerre. Après 20 ans, écoutez, l'ennemi qu'ils croiraient combattre était toujours là-bas. C'est la même chose pour le Takuba. S'ils ne réinventent pas leur stratégie, tout en se disant que, écoutez, nous avons des intérêts ici à conserver. Nous ne sommes plus dans de l'isolationnisme. Les forces étrangères ont des intérêts ici. Les Maliens ou les Africains ont aussi des intérêts ailleurs. Et aller dans une approche de rééquilibrage des forces, écoutez, je pense qu'aussi ils vont encore répéter les mêmes erreurs que les forces précédentes. Thierno, nous sommes à la fin quasiment, juste sur quelques secondes. Selon vous, comment lutter efficacement contre cette situation ou bien face à cette situation que l'on voit dans le Sahel? Écoutez, pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, les solutions, elles sont multiformes. C'est d'abord, bien entendu, une solution militaire, mais pas uniquement dans un seul cadre, dans le cadre du G5 ou dans le cadre de Barkhane. Quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, l'État malien est souverain sur son territoire. On ne peut pas venir dans l'État malien sans informer les autorités au préalable. Je pense que l'État malien a été très cohérent. Ils ont d'abord au départ demandé une révision des accords de défense avec Paris. Ensuite, ils ont demandé à la force danoise d'informer avant de venir ici. Et aujourd'hui, on assiste à une tension qui a mené vers l'expulsion de l'ambassadeur de la France. Donc, dans une dynamique du futur, pour une solution, il faudrait carrément que, comme j'ai l'habitude, il l'a dit tout à l'heure, si on veut vraiment stabiliser cette zone, la pacifier, elle doit d'abord se faire avec l'assentiment des populations, avec l'assentiment des États du Sahel, du Mali, du Burkina, etc. Mais il faut d'abord aussi les associer dans la recherche de solutions. C'est pourquoi je disais que l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO doivent jouer un rôle crucial dans la dynamique de solutions qui doit survenir ou qui doit advenir dans le Sahel. Et par rapport à ces solutions-là, cette zone-là à côté du terrorisme, on voit également des coups d'État qu'on note depuis un peu plus d'une année, depuis 18 mois. Donc ces transitions-là aujourd'hui, comment les réussir efficacement, comment les institutions panafricaines pourraient accompagner ces militaires dans leur transition pour aller vers des élections démocratiques? Ce sera l'objet dans la seconde partie de notre émission. De retour sur ce plateau du débrief pour la seconde et dernière partie de votre émission. Et je démarre avec vous, Dr Souleymane Ndao. L'Afrique de l'Ouest était une région où la politique civile multipartite constitutionnelle était devenue la norme. Presque tous les pays étaient démocratiques, ou du moins dans la forme. Mais depuis près de 2 ans, c'est le retour des coups d'État militaires dans la zone, 2 fois au Mali,
le coup d'État en Guinée-Conakry, bien sûr, celui au Burkina et la tentative avortée en Guinée-Bissau. Ce retour des putschs militaires, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, selon vous, qu'on passe d'une élite politique à une élite militaire, surtout après toutes les avancées démocratiques qu'on avait notées dans cette région-là? Oui, je crois qu'on a connu des avancées démocratiques, pour être honnête, parce qu'on a connu des transitions démocratiques, notamment au Sénégal, qui est un pays de référence, mais aussi dans la sous-région, comme vous pouvez le constater au Mali. Le président Ibeka a été élu démocratiquement, donc tout porte à croire que c'était la donne. Mais récemment, on a connu quand même des putschs, comme si on pensait de ces civils-là qu'ils ont quand même échoué par rapport aux revendications socio-économiques de ces populations-là, notamment dans le Sahel. La solution militaire, c'est seulement pour venir perturber l'ordre constitutionnel et venir commencer une révolution. C'est ce qu'on a constaté notamment au Mali et notamment en Guinée. Mais il faut comprendre qu'aussi l'échec des civils, c'est surtout aussi le tripatouillage constitutionnel, notamment parce qu'on parle de coup d'État militaire, mais on ne parle pas du coup d'État entre guillemets constitutionnel. Lorsque la Constitution n'est pas respectée, est foulée aux pieds, écoutez, est désacralisée. Écoutez, les militaires parfois pensent que la solution c'est de venir renverser cet ordre constitutionnel et réinventer cela. Mais est-ce que cela n'est pas aussi un retour à la case départ, sous prétexte qu'il y a ce qu'on peut appeler coup d'État constitutionnel, que des militaires renversent un pouvoir démocratiquement élu? Est-ce qu'on ne retourne pas également à la case départ, puisque c'est une transition, des élections encore, et des transitions parfois indéterminées, puisque les militaires sont là installés, mais on ne sait pas des fois pour combien de temps? Malheureusement, c'est retour à la case de départ. Mais la solution devrait être avoir des institutions solides, des institutions fortes qui ne seraient pas facilement placables, facilement désarçonnables. Parce que tout simplement, si on a des hommes forts, comme on a connu dans certains pays, qui osent désarçonner les textes constitutionnels, écoutez, désacraliser ces textes-là, je pense qu'on risque de reconnaître ces événements-là qui sont quand même déplorables dans ces pays-là, notamment au Mali et au Burkina. Thierno, les organisations panafricaines comme l'Union africaine ou la CEDEAO se sont dotées depuis quelques années de mesures pour empêcher les prises de pouvoir par les militaires. On peut citer le protocole de la CEDEAO de mai 1999 relatif aux mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, et son protocole additionnel de 2001. Pour l'Union africaine, il y a la déclaration de Lomé de juillet 2000, l'article 25 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance, et l'article 30 de l'acte constitutif de l'Union africaine. Donc les mesures ou les mécanismes ne manquent pas. Mais le problème semble toujours être entier. Qu'est-ce qui justifie cela? Écoutez, vous avez cité une batterie de mesures. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça a été très bien écrit, ça a été très bien, rédigé dans la forme. Mais dans le fond... Et je précise juste que le coup d'État militaire au Burkina est intervenu juste après les sanctions, même contre le Mali. Donc même les sanctions ne les ont pas dissuadés. C'est exactement ce que je voulais dire. Ayons une lecture plus holistique de la situation. On a une batterie de mesures, on a des textes très bien écrits, mais est-ce que ces textes-là sont bien compris par les populations? Est-ce que ces textes-là ont servi à des leaders, à des gouvernants, à des politiques de bien assurer ce qu'il faut lorsqu'ils sont élus? C'est ça le débat en fait. Écoutez, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, depuis 5 ans, on a des élections. Et malgré ces élections-là, on a eu des putschs. Ibeka, il a été élu, il a été réélu. Pratiquement, pareil pour Kaboré. Kaboré a été réélu. En Guinée, dans une certaine mesure, c'est les élections. Alors, est-ce qu'on doit se limiter au fétichisme des élections? Non, ce n'est pas uniquement l'élection qui engendre la démocratie. La démocratie, à mon sens, englobe une plus grande réalité. C'est d'abord à tous les niveaux, au plan économique, au plan social.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous ramener un peu en arrière. C'est-à-dire que dans les années 90, un président français s'est levé, il s'appelle François Mitterrand, au sommet de Bâle, et il a demandé maintenant aux Africains, maintenant on va vers la démocratie, on va vers des élections. Maintenant, sans élections, sans suffrage universel, il n'y a plus d'aide. Donc l'aide a été cumulée aux élections. Mais il y a un problème. Parce que pendant une dizaine d'années, pendant une vingtaine d'années, les présidents qui ont été élus dans les différents pays, mais ils n'ont pas su faire advenir le développement ou le décollage économique. Ils n'ont pas répondu aux attentes de leur peuple. Mais parce qu'au lendemain de cette guerre froide-là, en 1990, quelqu'un comme Fukuyama, qui est un partisan de l'histoire orientée, a dit que maintenant c'est la fin de l'histoire, c'est le triomphe de la démocratie libérale, c'est la seule donne ou le seul paradigme qui doit ramener les peuples vers la prospérité. Mais pendant ce temps, en Afrique, on n'a pas vécu ça. On a eu une litanie de coups d'État, on a eu des discontinuités institutionnelles, et c'est ce qu'on revit aujourd'hui, malheureusement. Moi, je condamne fermement le fait qu'on ait des coups d'État. Pour moi, mais je ne vais pas limiter les militaires aux casernes. Je ne vais pas faire d'eux des bêtes de somme qui ne doivent juste combattre au front. Les militaires participent à l'animation de la vie publique. Maintenant, ils doivent avoir un rôle stratégique, c'est-à-dire de protection de la dicte étatique. Ça, c'est fondamentalement important. Donc mais un rôle républicain. Un rôle républicain. Mais il faut qu'on réfléchisse. Il faut, au-delà de la contestation, au-delà de cette indignation, il faut qu'on convoque des éléments de fond. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un certain printemps ouest-africain et que certains régimes dits élus démocratiquement ne peuvent pas résister à la pression populaire? Et c'est ça l'autre drame. Ça doit inquiéter. Aujourd'hui, on voit des populations qui soutiennent les coups d'État. Au Mali, en Guinée et même au Burkina. Dernièrement. Oui. Et on reste même avec cette démocratie-là. Oui. Aujourd'hui, Thierno parle de la question ou bien du concept de la démocratie tel qu'appliqué dans nos États. Mais aujourd'hui, ce retour des coups d'État militaires, après qu'on n'avait plus vu depuis plusieurs décennies, aujourd'hui, est-ce que cela ne témoigne pas en quelque sorte également de failles notées dans cette démocratie à l'occidental qu'on applique au niveau de nos États africains? Oui, démocratie à l'Occident qu'on voudrait calquer, à tout point de vue qu'on voudrait calquer et imposer dans un contexte africain et qu'on n'a pas tropicalisé. Voilà, qu'on n'a pas tropicalisé avec nos réalités. Vous savez, il y a cette même dichotomie entre démocratie, il y a une petite différence démocratie et république. Pour beaucoup d'États, ce n'est pas des démocraties, c'est des républiques avec des valeurs républicaines qui leur sont propres. Et si vous venez avec votre démocratie très occidentalisée pour vouloir leur imposer, écoutez, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et c'est ce qu'on a. Et il y a des résistances, c'est ce qu'on sent, il y a des résistances. Et encore aussi, je reviens sur ça, quand on a une élite formée à l'Occident qui se pense beaucoup plus, écoutez, intelligente, beaucoup plus émancipée que les populations qu'on est censé gouverner, mais il y a toujours ce fossé. Vous savez, il y a cette forme de désacralisation de ce discours politique. On ne croit même plus à nos institutions. Aujourd'hui ou demain, le président Macky Sall va présider la destinée de l'UA. Écoutez, et on a des institutions comme la CEDEAO, mais qu'en est-il de cette relation, de ce rapport de confiance qu'on devrait avoir entre ces institutions-là et ces populations-là? C'est là où le problème. Et les gens n'ont plus ce rapport de confiance, ils n'y croient plus. Pour eux, c'est juste une ramification de ce pouvoir colonialiste que l'on continue d'avoir jusqu'à présent. On reste avec ces institutions panafricaines, CEDEAO, Union africaine. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de leur stratégie de gestion de ces coups d'État-là aujourd'hui? Une stratégie très mal, en tout cas, pensée. Parce que tout simplement, je crois que on devrait avoir une Union africaine ou une CEDEAO beaucoup plus proche des peuples. Voilà. Je pense que Tshisekedi l'avait dit
avec son discours son discours lorsqu'il devait être installé. Et même une Union africaine, le président Bissau-Guinéen, lors d'un de leurs sommets. Une CEDEAO, une Union africaine des peuples. Il avait placé son mandat sur... Voilà. Et qu'en est-il d'aujourd'hui? Je pense qu'il s'éloigne de plus en plus des peuples. Il s'éloigne des peuples. Et lorsque l'avocate tchadienne parlait notamment Mouneina, parlait de Jacqueline, parlait de la CEDEAO ou de l'Union européenne, l'Union africaine des chefs d'État, un syndicat des chefs d'État qui soutiennent mutuellement, ils sont là à faire des condamnations de façade quand il y a des coups d'État militaires, mais quand il y a des coups d'État constitutionnels, quelqu'un qui brique un troisième mandat de façon anticonstitutionnelle, écoutez, ils se taisent, ils ne disent rien. Ils ne disent rien et ces coups d'État constitutionnels ne sont pas indemnes de violence. Parfois, même s'il y a une seule personne qui perd la vie, mais c'est important. Faut pas, voilà, c'est encore important. Donc pour moi, c'est tout cela. Je pense que c'est se réconcilier avec notre propre population. Encore aussi, pour le faire, il faut gérer une certaine autonomie. On voit que ces institutions-là dépendent en grande partie des financements étrangers, notamment l'Union africaine qui dépend de plus de 72% des financements européens. Mais au moins sous le mandat du président rwandais, au moins des avancées ont été notées, surtout avec la taxe douanière. Au quand moins, même, oui. Là, les mais sur changements cette taxe, sont en cours. seuls 15 pays ont accepté de. Oui, mais au moins c'est un début. Mais au moins c'est un début. C'est un début. Et ces changements-là sont en cours. Et espérons que ça va aller jusqu'à son terme. Mais on reste toujours avec l'Union africaine. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine responsabilité de l'organisation qui est engagée face à cette situation-là, Thierno? Je m'explique. Le coup d'État qu'on a connu au Tchad, après la mort du président Déby dans les conditions que nous savons, et le coup d'État qu'on a connu au Mali, le Mali a été suspendu de l'UA et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Mais après le coup d'État au Tchad, on a vu que le pays même est resté membre de l'UA et il n'y a pas eu de sanctions contre ce pays-là. Comme si ce qui s'est passé au Tchad, il y avait une autre explication qu'un coup d'État. Alors que ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont installé Déby Fils pour en faire le président de la transition. Comment expliquer également cette situation? Mais ça renvoie peut-être un peu... Est-ce que cela n'a pas également donné des idées à tous ces colonels-là, comme ce qu'on a vu dans d'autres pays? Oui, mais ça renvoie un peu à ce que moi j'ai souvent appelé la démocratie héréditaire. C'est-à-dire que le papa part, le fils vient. Mais dans le cas du Tchad, il y a beaucoup de paramètres en fait. Aujourd'hui, tout porte à croire que c'est 2 poids, 2 mesures, comme vous l'avez dit. L'Union africaine ne s'est pas prononcée dans la question tchadienne, mais a haussé le ton quand il s'est agi des autres coups d'État en Afrique de l'Ouest. Au Tchad, comme vous l'avez vu, on a vu un président français venir attester légalement de la présidence de Déby Fils. Mais bon, aujourd'hui, on sait que celui qui dirige aux destinées de l'Union africaine, la Commission, est un Tchadien. Ça aussi, c'est un élément. Je ne dis pas que c'est décisif, mais je sais que c'est un Tchadien qui a été soutenu par le président Déby de son vivant. Qui est parent aussi avec Idriss Déby. Absolument. D'ailleurs, au dépend de notre candidat à l'époque, Abdoulaye Bathily. Donc ça, c'est un fait. Et l'autre chose aussi avancée, c'est que le Tchad est une machine importante, fondamentale dans la lutte du djihadisme contre le djihadisme au Sahel. Et que déstructurer la marche de l'armée tchadienne n'arrangerait pas la stratégie contre les extrémistes dans le Sahel. Ça a été l'argument pivot qui a été excipé pour dire qu'on doit maintenir l'ordre politique qui se passe au Tchad et maintenir au pouvoir par ricochet le Déby Fils. Ça, c'est un. C'est regrettable parce qu'à un certain niveau, si on doit vraiment être dans une légalité, on ne peut pas tolérer cela. C'est pourquoi, de notre côté, les Africains ont dit à l'Union africaine et à la France, mais vous n'avez pas de leçons à nous donner. Parce que de l'autre côté, vous n'avez pas dénoncé cela et vous venez dénoncer les coups d'État qui se passent ici. Mais il y a une chose qu'il faut souligner. La CEDEAO et l'Union africaine sont dans un rapport de comités régionaux. C'est-à-dire que la CEDEAO a un mandat qui vient de l'Union africaine comme CR, communauté régionale, qui lui permet un peu de régenter ce qui se passe dans la zone ouest. C'est pourquoi parfois quand on dit que l'Union africaine elle est aphone
Dans une certaine mesure, oui. Mais parfois, elle délègue ses pouvoirs à la CEDEAO. Quoi qu'on puisse dire, la CEDEAO, depuis son avènement en 1975, a réussi beaucoup de bonnes choses, notamment l'intégration, mieux que même l'Union européenne. Aujourd'hui, on a une intégration des peuples et des biens, on a un passeport, on a une carte d'identité. C'est bien symboliquement. Malheureusement, ce qui manque aujourd'hui, c'est d'aller vers une véritable CEDEAO. Une monnaie commune, une zone de libre-échange. Une CEDEAO des peuples. Qu'on arrête d'avoir un décalage entre ce syndicat de chefs d'État et les peuples. Et comment aller vers cela? Comment aller vers cette CEDEAO des peuples-là aujourd'hui? Au-delà des réalisations. Pour moi, c'est d'abord réduire le duopole qui existe entre la commission de la CEDEAO qui assure la vie, l'animation de l'institution tous les jours et la présidence. Quand on a vu par exemple ce qui s'est passé au Mali, je reviens un peu, avec Ibeka, mais Dardar, le président guinéen et le président de la Côte d'Ivoire sont allés au Mali pour demander la restauration de leur ami Ibeka. Ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que derrière, vous rappelez-vous, il y avait des élections qui sont préparées en Guinée et en Côte d'Ivoire, et avec ces deux-là comme candidats, dans le troisième mandat. Et donc, d'ailleurs, moi, derrière, je me dis qu'ils se protégeaient. C'est ça la vérité. Donc, dans ce qui se passe au CEDEAO, le duopole fait que ce sont les chefs d'État qui décident. Et dans la CEDEAO, le poids de la Côte d'Ivoire est important, le poids bien entendu du Nigeria est important. Donc, chaque fois on voit que les chefs d'État, d'une certaine manière, vont dans le sens de leurs propres intérêts. Et donc, il faut réduire cela. Il faut donner plus de pouvoir, non seulement à la commission de la CEDEAO, au Parlement de la CEDEAO, qui représente les peuples. Il faut que les aspirations des citoyens de la CEDEAO soient entendues. Il faut qu'ils aient preuve. Et aussi la commission de la CEDEAO, c'est-à-dire de la justice. C'est-à-dire que la Cour de la justice de la CEDEAO, lorsqu'elle rend des décisions, lorsqu'elle formule des décisions, mais doit être acceptée et doit être réalisée au sein des membres de la CEDEAO. Pour moi, je pense que ce sont des débuts de solutions vers lesquels nous pouvons aller pour un peu maintenir l'organisation de la CEDEAO telle qu'elle est, parce qu'elle est en train de déchanter. Les populations de la CEDEAO sont en train de se dire que mais cette CEDEAO ne sert plus à rien. Pour moi, elle sert à quelque chose. Elle est importante, elle est fondamentale. Rien que dans cette crise-là qu'on voit au Sahel montre que la CEDEAO, elle est utile. Les Européens sont vent debout derrière la France. Ils sont solidaires, ils se parlent. Tous les pays, les 27 de l'Union européenne ont exprimé des menaces et des sanctions à l'endroit des pays qui ont été dans des coups d'État récemment. Nous, derrière, on fait des sanctions qui parfois sont inutiles. Et on reste avec ces sanctions-là, les sanctions économiques, diplomatiques et financières de la CEDEAO à l'encontre du Mali. Est-ce la solution pour contraindre les pouvoirs militaires à respecter les durées de leur transition? Oui, encore que aussi, ils ont tablé sur les 5 ans. Je pense que l'autre a dit de 6 mois à 5 ans. Donc, il faut comprendre ce sentiment-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut reprendre les vieux schémas? À chaque fois qu'on est un putsch, qu'on retourne très rapidement à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire des élections, et revenir quelques années après à la case de départ. Est-ce qu'il faut prendre les mêmes schémas qui ont échoué? Donc c'est surtout ça. Et puis les sanctions, c'est très facile de sanctionner, d'étouffer un peu. Et les sanctions, on est en train de sanctionner pas les putschistes, mais les populations. Donc il faut recentraliser les populations même les pays frontaliers avec le Mali, puisque aussi ces sanctions sont ressenties même dans ces pays-là, que ce soit le Sénégal, que ce soit d'autres pays. Aujourd'hui, le Sénégal, pour les conséquences de ces sanctions, les prix ont flambé, notamment sur certaines denrées, notamment la viande, parce qu'on dépend beaucoup du Mali pour l'approvisionnement de la viande et tout cela. Donc je pense que ce n'est pas simplement, c'est contre-productif de venir juste faire des sanctions que des sanctions. Il faut être dans la proactivité, il faut être plutôt proactif et analyser les causes de ces problèmes-là et ne pas juste se limiter à sanctionner des putschistes. Pour croire qu'on est en train de sanctionner des putschistes alors qu'on est en train de faire du mal
au peuple, aux populations de façon globale. Et au-delà de ces sanctions-là, Thierno, est-ce qu'on n'a pas également comme l'impression que les choses peut-être sont en train de bouger au Mali? Par exemple, récemment, nous avons vu la visite du président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, qui, surtout après l'intervention d'Alger ou la médiation d'Alger dans ce conflit-là, déjà, lui, il s'est engagé ou bien il soutient une transition que la CEDEAO, comme lui, accompagne la transition malienne pour au moins une transition de 18 mois. Est-ce que là, on ne tend pas vers aussi un début de solution dans cette crise-là? Écoutez, début de solution, je l'espère. Mais d'abord, moi, je dois dire que... De 16 mois plus tôt. Oui, il n'y a pas de blanc-seing accordé au régime militaire. Pour moi, on ne peut pas confisquer le suffrage des citoyens. On doit laisser aux citoyens l'occasion d'exprimer leur choix. Et pour moi, la meilleure manière de faire cela, de réaliser ce schéma, c'est peut-être à travers les élections. Donc ça on est vraiment d'accord sur ça. Maintenant, lorsqu'il s'agit du Mali, du Burkina un peu, aujourd'hui se pose l'enjeu de la sécurité. Il n'y a presque pas d'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser des élections. C'est même antidémocratique, parce que le principe de la démocratie, c'est que le plus grand nombre participe. Mais si on organisait des élections aujourd'hui, mais il y a des zones où les gens ne pourraient pas participer. Mais dans ces zones-là, Thierno, depuis quelques années, c'est cette situation-là. On organise des élections sur une partie minime du territoire. Et le président est élu démocratiquement. La dernière présidentielle au Burkina, c'est ce qu'on a connu. Mais c'est peut-être anormal, parce qu'on peut parler de l'égalité, et encore que, je pense que même j'interroge cette légalité-là, parce que si on doit parler d'État, les éléments constitutifs d'un État, c'est un territoire, au-delà du gouvernement et de la population. Si sur tout le territoire, il n'y a pas un maillage de l'État, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut faire une analyse lucide quand il s'agit du Mali. Aujourd'hui, ce qui se pose, l'enjeu, il est sécuritaire. Il faut pacifier cette zone-là, faire en sorte que l'administration malienne puisse être présente dans toutes les zones du Mali. Il faut gagner cette bataille-là, accompagner ce régime-là vers une transition. Pour moi, oui, 5 ans peut-être c'est trop, parce que 5 ans c'est un mandat. Il faut parler, négocier, venir autour de la table, parce que moi, jusqu'à présent, je ne vois pas ou j'entends pas un discours de défiance de cette junte-là. En tout cas, pas dans le sens de dire on va confisquer le pouvoir. Ils sont ouverts. Maintenant, il ne faut pas avoir aussi un ton condescendant envers eux ou parler d'une manière comme si on était encore dans un joug paternaliste. Mais ça, c'est dépassé. Aujourd'hui, déjà en droit international, tous les États sont égaux. Donc, il n'y a pas un État qui doit venir de là-bas et dire que non, c'est comme ça que ça se passe. Vous appliquez, vous taisez. Surtout sur ton propre territoire. Non, c'est impossible. Ce n'est même pas diplomatique et ça ne rend pas service à la courtoisie diplomatique. Non. Et docteur Ndao, pour ce qui est de la situation au Burkina, on a comme l'impression que pour ce qui est de ce coup d'État-là, que la CEDEAO est en train de changer de stratégie. Vous me direz ce que vous en pensez. Après ce coup d'État-là, ce qu'on a vu, c'est que la communauté a d'abord envoyé les chefs d'état-major de la CEDEAO avant l'envoi de l'émissaire civil. Alors que pour les autres coups d'État, les deux au Mali ou bien le coup d'État en Guinée, ce sont les émissaires qu'on a vus aller rencontrer les militaires, échanger avec eux. Mais là, c'était d'abord des militaires qui sont allés rencontrer des militaires avant que l'émissaire civil ne vienne. Est-ce que cela aussi, on pourrait le prendre comme un changement de fusil d'épaule de la part de la CEDEAO? Tout à fait. Les critiques que l'on porte à cette institution peut-être porteraient ses fruits. On a vu une CEDEAO, quand il s'agit du Mali, d'être plutôt condescendant, d'être plutôt directive, une CEDEAO directive faite. Alors je pense que l'approche devrait être faisons, réglons-le. C'est quoi le problème? Une approche avec une oreille plutôt attentive. Il y a un problème, c'est quoi le problème? Réglons le problème ensemble. Je pense que c'est cette stratégie-là qu'il voudrait adopter au Burkina Faso, qui sont quand même très courtois, très courtois. Maintenant, les gens ont l'habitude de dire que les putschs sont très civilisés. Est-ce qu'il y a un putsch civilisé d'ailleurs? Parce que quand même, à part ce qui s'est passé, les événements regrettables de la Guinée-Bissau, en tout cas au Mali, en Guinée, Conakry et tout ça, ça s'est fait des manières les plus civilisées et tout ça, à quelques exceptions près. Donc il faut comprendre que, écoutez, la CEDEAO essaye de changer de fusil d'épaule,
et essayer d'avoir une approche beaucoup plus inclusive, méthode beaucoup plus participative et moins directive, en tout cas en ce qui concerne ces populations-là, parce qu'ils sont dans leur territoire, ils sont légitimes. Donc si vous voulez venir leur imposer votre dictat, alors que vous-même, écoutez, vous n'avez pas autant ce pouvoir-là, vous risquerez de vous blesser avec votre propre stratégie. Je pense que c'est cette lecture que j'ai du Burkina Faso. Encore que, écoutez, ce qui se passe au Mali est en train de susciter beaucoup de réflexions. Écoutez, est-ce que depuis les actes que cette junte est en train de poser rassure davantage les populations? En tout cas, si je n'ai pas les sondages, mais si vous faites véritablement un sondage actuellement, les populations sont plus du côté de la junte et moins du côté de la CEDEAO d'aujourd'hui. Donc, la CEDEAO doit redorer son blason, essayer de changer d'approche avec les autres cas de figure, notamment au Burkina. Par rapport à ces juntes-là qu'on voit aujourd'hui dans ces pays victimes de coups d'État, aujourd'hui, comment réussir les transitions dans ces pays ouest africains? Aujourd'hui, comment est-ce que la CEDEAO et les autres organisations panafricaines, comme l'Union africaine, pourraient accompagner ces transitions pour qu'elles réussissent? Oui, mais je pense que c'est d'abord être dans une dynamique de concertation, de collaboration pour une sortie de crise. Ne pas être juste martial ou très belliqueux, genre vous n'avez rien à faire au pouvoir parce que vous êtes des militaires, quittez-la, redonnez le pouvoir aux civils. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, dans la plupart des coups d'État auxquels on a assisté ces derniers temps, il y a eu le soutien populaire. La démocratie est adossée aux manifestations des populations à travers le suffrage ou les élections. Donc si les populations disent « nous voulons ces militaires-là », c'est parce qu'il y a un problème avec les civils. Si on ne veut pas garder les militaires, il faudrait que lorsque les civils viennent au pouvoir ou bien sont aux affaires, qu'ils travaillent, qu'ils fassent en tout cas le job comme il le faut. Et donc pour moi, il faut d'ores et déjà accompagner tous ces régimes militaires qui sont en train de pulluler au sein de la CEDEAO, les accompagner dans une transition réaliste, réalisable. Les accompagner dans une transition réaliste et réalisable. Malheureusement, Thierno, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences politiques et en relations internationales. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci également, Dr Souleymane Ndao, spécialiste sur les questions de paix et de sécurité dans le Sahel. Un plaisir également d'avoir été avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Merci également à l'équipe technique qui nous a facilité la préparation et la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.